Depuis plus de 40 ans, une chanson fait danser toutes les générations. Quel que soit votre âge, vous l'avez forcément déjà entendue. YMCA, c'est un titre sorti en 1978 qui n'a cessé depuis de battre des records. Il entre dans le Guinness en 2008, puis dans le registre national des enregistrements aux États-Unis et en 2024, soit 46 ans après sa sortie, il entre de nouveau dans les charts à la première place du Billboard Dance du fait de Donald Trump. On va y revenir. Derrière ce succès phénoménal se cache un des plus grands groupes de disco du monde, Village People. Même si YMCA reste leur plus gros hit, le groupe ne se résume pas à ça. Ils cumulent plus de 100 millions de ventes de musique enregistrées dans le monde, ils ont une étoile à Hollywood sur le Walk of Fame, bref, les Village People ont un impact culturel considérable. Et de loin, on pourrait croire à un délire entre amis qui a très bien tourné. Des potes qui ont décidé de se déguiser en cow-boy ou en policier et de faire de la musique ensemble. Mais ce n'est absolument pas le cas. En réalité, les membres du groupe ne se connaissaient même pas avant de devenir Village People, puisqu'en réalité, Village People est un coup marketing. Un groupe fabriqué de toutes pièces par deux Français qui n'en étaient pas à leur coup d'essai. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'où vient vraiment Village People ? Pourquoi ce groupe est-il tout sauf un accident ? Et aussi, que deviennent les protagonistes de cette histoire aujourd'hui ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Nous sommes à Paris, plus précisément à Orly, et Jacques Morali, un jeune Français, est vendeur dans un magasin de disques de l'aéroport. Passionné de musique, il décide très vite lui-même d'en composer et d'en écrire. Il écrit pour lui, il écrit un peu pour les autres, et très vite, il intègre l'industrie musicale en travaillant comme directeur artistique chez Polydor. Mais c'est en 1973 que sa vie va changer. Lors d'un voyage aux États-Unis, Jacques Morali rencontre un autre Français, Henri Belolo. Henri Belolo, c'est un producteur déjà bien implanté dans le milieu de la musique en France, et ensemble, ils voient une opportunité. Les clubs sont devenus des endroits extrêmement fréquentés dans l'underground, notamment à New York, où les personnes noires, latines et homosexuelles s'y retrouvent pour danser librement, loin de la répression sociale de l'époque. Les clubs, les sound systems typiques de cette période, les DJ ont une grande place dans cette culture naissante. Mais il manque au départ une musique adaptée à ces lieux et à cette nouvelle manière de faire la fête. Et c'est dans ce contexte que naît le disco. À l'époque où Jacques et Henri se rencontrent à New York, il y a une vraie scène underground disco. Alors ils se disent, et pourquoi pas faire une reprise d'un morceau déjà connu, mais en version disco. C'est une bonne idée sur le papier, mais il y a un problème. Il n'est pas question pour eux de chanter, et encore moins d'être l'image du projet. Alors les deux associés organisent des castings, dans lesquels ils recrutent 3 jeunes filles. Ces 3 jeunes filles, ils les réunissent dans un groupe sous le nom de The Ritchie Family. Elles sont purement l'image du groupe, parfois même ce ne sont pas elles qui chantent sur les disques. Mais toujours est-il que dès le premier titre, en 1975, The Ritchie Family explose. Numéro 1 dans le Billboard Dance, 11e dans le Billboard Hot 100, tout simplement. Et c'est que le début. Le duo d'associés fonctionne. Jacques Morali compose et écrit, Henri Belolo gère l'aspect business et marketing. Les 2 années qui suivent sont remplies de succès pour le groupe et pour les 2 nouveaux associés qui se retrouvent implantés dans le marché musical américain. Mais déjà, en 1977, les choses commencent à se gâter un peu pour The Ritchie Family et Henri et Jacques commencent à vouloir tenter autre chose. Ils sentent qu'ils peuvent faire mieux et se posent pas mal de questions. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que la réponse à leurs questions se trouve dans un bar gay de New York. Un beau jour de 1977, Jacques Morali, un habitué des bars gays, et Henri, qui l'accompagne souvent, aperçoivent un barman déguisé nommé Felipe Rose. Immédiatement à sa vue, les 2 producteurs ont une idée. Dans leur imaginaire germe le projet d'un nouveau groupe qu'ils vont monter de toutes pièces. Mais ça va pas exactement se passer comme prévu.
L'idée de Jacques et Henri est simple. Monter un deuxième groupe, toujours en surfant sur la vague disco, mais en ciblant cette fois plus précisément la communauté homosexuelle, notamment celle des hommes gays dont Jacques fait d'ailleurs partie. Et ça tombe bien parce qu'ils ont déjà de l'expérience grâce à The Ritchie Family. Donc ils vont reprendre le même processus, à l'exception que cette fois-ci, Jacques et Henri n'ont pas besoin de faire passer de casting. Ils ont déjà repéré leur futur chanteur star. Parmi les artistes qui ont fait les chœurs sur le projet The Ritchie Family se trouve Victor Willis. Jacques et Henri sont convaincus de son potentiel et lui proposent alors d'être le chanteur principal de leur nouveau groupe. Nouveau groupe qu'ils lui présentent sous le nom de Village People. Victor Willis accepte, enregistre ses voix et ils sortent le tout premier album éponyme de Village People en 1977. On peut dire que le timing ne peut pas être meilleur. Cette année-là sort le film aujourd'hui culte Saturday Night Fever avec John Travolta. Le succès au box-office est immense et il a pour conséquence de faire passer le disco d'un style émergent à un style absolument grand public. C'est donc la meilleure période pour lancer un tel groupe. Et en effet, l'album Village People fonctionne. Pas aussi bien que les débuts de The Ritchie Family, mais quand même. Les deux Français sont en train de réussir leur pari. Sauf qu'il y a un problème. Avec le petit succès des morceaux, Village People est invité à faire de la télé et des représentations live. Sauf que Village People, dans la réalité, c'est juste Victor Willis. C'est pas du tout un groupe. Sauf que le monde pense que Village People est un groupe. Village People est marketé comme un groupe. Même sur la pochette de l'album, on voit plusieurs personnes. Alors, dans l'urgence, Jacques et Henri constituent un groupe fictif autour de Victor. Parmi eux, ils recrutent le fameux Felipe Rose, qui était déjà sur la pochette originale et qui leur a inspiré l'idée même du groupe. Puis, comprenant qu'ils auront besoin de membres permanents, ils organisent un casting. Les 3 conditions, être un homme, avoir une moustache et savoir danser. Ainsi, il se retrouve avec une formation composée de quasi-inconnus, pas du tout musiciens ou chanteurs, qui s'apprêtent à devenir des stars mondiales. L'idée s'affine petit à petit et la connotation à la communauté homosexuelle devient de plus en plus explicite. Chaque membre du nouveau groupe prend l'apparence d'un cliché gay de l'époque. Même si en réalité, seul Victor Willis a un rôle musical dans le projet et que les autres membres ne se connaissent même pas très bien, Village People a enfin l'apparence d'un groupe de musique. Il est à présent temps de vraiment conquérir le monde. Et ils sont pas prêts. Tout va aller très très vite, pour le meilleur et pour le pire. La nouvelle formation fait un simple photoshooting, puis sort le deuxième album de Village People, qui était en réalité déjà en grande partie enregistré avant le casting. L'album se nomme Macho Man, il fonctionne encore mieux que le premier et permet au groupe de goûter à son premier succès grand public. Pendant ce temps, Victor Willis, et c'est important pour la suite de l'histoire, prend part au processus d'écriture des morceaux avec Jacques Morali, ce qui n'était pas vraiment le cas sur le premier album. Et justement, alors qu'ils sont en studio, Jacques demande à Victor « C'est quoi YMCA ?» Nous, ça nous parle moins en France, mais en gros, YMCA, c'est une association, dit Association chrétienne des jeunes gens, qui propose des hébergements bon marché, des activités comme des salles de sport. Et à l'époque, c'est aussi parfois un lieu de rencontre pour les hommes gays. Et est-ce que ça ferait pas un super titre de musique ? Jacques et Victor se mettent alors au travail et écrivent le fameux YMCA. Le titre sort en octobre 1978 et il explose absolument tout. Numéro 1 dans plus d'une dizaine de pays à travers le globe, numéro 2 dans le Billboard Hot 100, le titre est un véritable raz-de-marée international. La danse qui l'accompagne, créée à la base par le public puis reprise par Village People, devient iconique. Cette fois, les deux Français ont réussi à créer un succès mondial. Mais en plus, ça ne s'arrête pas là. Alors que ça pouvait paraître dur de refaire un tube après YMCA, Village People sort en 1979 In the Navy.
Le titre est certes moins retentissant que YMCA, mais il atteint quand même la 3e place du Billboard Hot 100 et devient numéro 1 dans des pays comme la Belgique et le Canada. Et d'ailleurs, il intéressera même la marine de guerre américaine, l'US Navy en personne, grâce à qui ils ont pu d'ailleurs tourner le clip. Bref, là, les choses ne peuvent pas aller mieux. Les deux Français ont réellement réussi. En 2 ans seulement, leur projet a fait non seulement danser les États-Unis, mais aussi la terre entière. Mais si l'ascension a été extrêmement rapide, la chute va l'être tout autant, car tout va brutalement s'arrêter. « 12 juillet 1979. Cette nuit-là, l'équipe de baseball des White Sox s'apprête à affronter celle des Tigers. Dans le public, plus de 50 000 personnes, ce qui dépasse largement la capacité du stade. Mais alors, quelle est la raison de cette affluence ? Eh bien, c'est une opération promotionnelle organisée par le directeur des White Sox et par Steve Dahl, un DJ farouchement opposé au disco. L'idée de l'opération est de permettre aux fans de baseball de se procurer un billet pour le match à prix cassé, en échange d'amener au match un disque de disco à détruire. Les disques apportés par les spectateurs sont mis dans une grande caisse, et à la fin du premier match, Steve Dahl débarque sur la pelouse au milieu du stade et la fait exploser. Il n'en faut pas plus pour que la foule massée dans les gradins s'en libère et envahisse le terrain, hurlant à la mort du disco. Ce qui était une opération promotionnelle se transforme en cauchemar. La foule détruit le stade et le chaos provoque l'annulation du match. Cette nuit très célèbre est connue sous le nom de la nuit de la démolition du disco. Si, sur le papier, l'opposition semble être musicale, absurde mais musicale, beaucoup se posent la question de tensions racistes et homophobes plus profondes, notamment parce que les disques emmenés par la foule ce soir-là étaient majoritairement des disques d'artistes noirs qui n'avaient rien à voir avec le disco. Toujours est-il que cette nuit-là amorce le déclin brutal de ce style musical, et avec lui, le déclin brutal des Village People. Victor Willis quitte le groupe en août 1979. Il est remplacé par plusieurs autres chanteurs et ils sortent plusieurs albums dans les années à venir, mais aucun ne connaîtra vraiment le succès similaire au précédent. En 1985, après la sortie de Sex Over the Phone, le groupe plonge dans l'inactivité. Le monde a changé, le rap a fait une entrée fracassante sur la scène musicale, la manière de faire la fête a évolué et le sida arrive. Sida qui va toucher de plein fouet le cœur des Village People. En 1991, Jacques Morali contracte le VIH et décède des suites du sida à l'âge de 44 ans. L'ère Village People est définitivement terminée. Mais pourtant, sans le savoir, vous dansez encore probablement sur des musiques liées quelque part à Village People. Et il y a encore quelques retournements de situation dans cette histoire. Avant le décès de Jacques Morali, lui et Henri Belolo sont retournés en France au milieu des années 80. Jacques Morali compose pour des artistes et aussi pour la radio Énergie qui voit le jour en 1981 et dont Jacques compose les jingles. Et Henri Belolo se remet au travail sur le label qu'il a fondé en 1976, un petit label qui va avoir de la Scorpio Music. Alors, peut-être que ça vous parle de nom, ou peut-être pas, mais Scorpio Music, c'est un des labels en France qui va marquer le monde de la musique, notamment dans les années 90. Rien que ça. Sous ce label sortira par exemple en France What is Love, Baby, don't hurt me. Freed from Desire de Gala, Blue de FL65. Et Scorpio Music ne s'arrête pas aux années 90 puisqu'il continue de tout exploser dans les années 2000 et 2010 avec des titres comme Vamos a la playa, Lit tourné ou encore Le Poussin Pillou. Non, c'est pas une blague. À la radio, il y a un poussin et le poussin Pillou et le poussin... Bref, l'histoire se termine plutôt bien pour Henri Belolo, qui décédera en 2019 à l'âge de 82 ans, en laissant clairement son empreinte dans le monde de la musique, à l'échelle de la France et du monde. Mais il y a quelqu'un pour qui l'histoire n'est pas aussi positive. C'est Victor Willis, la voix de Village People.
Globalement, il va sombrer dans la drogue. Déçu et frustré par l'industrie musicale, il se met à consommer et sombre dans une spirale infernale dont il mettra 20 ans à sortir. Mais il va réussir, et une fois la tête hors de l'eau, il va attaquer en justice la société de Jacques Morali et Henri Belolo, à cause d'un problème d'argent. Et ce procès va secouer l'industrie musicale. Officiellement, Victor Willis a été engagé comme auteur sur commande, c'est-à-dire un label qui demande à un musicien de composer ou d'écrire, mais qui garde les droits sur ce que va produire l'auteur. Sauf qu'en 1978, il y a une loi qui rentre en vigueur aux États-Unis, c'est le Copyright Act. Cette loi permet aux auteurs-compositeurs qui ont signé un contrat au début de leur carrière, au moment où ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir de négociation, de récupérer une partie de leurs droits et de renégocier auprès des éditeurs et des maisons de disques après 35 ans. Et Victor Willis, il rentre complètement dans ce cas-là. Pendant toutes ces années, il était censé toucher un tiers de ce que rapportaient les titres qu'il avait écrits, mais selon lui, ce montant avait été considérablement amputé, sans qu'il ne puisse y faire quoi que ce soit. En 2013, la sentence tombe. La justice donne raison à Victor Willis. Celui-ci obtient 50% des droits sur les morceaux qu'il a écrits, notamment YMCA. Je ne rentre pas dans les détails juridiques, qui plus est le Copyright Act ne s'applique vraiment qu'au cas par cas, mais ce procès a vraiment eu de l'importance dans l'industrie musicale et a beaucoup fait parler à l'époque. En tout cas, on estime qu'avant, Victor touchait entre 30 et 40 000 $ par an avec tous les titres confondus, mais grâce à sa victoire, il déclare lui-même toucher à peu près $1 million par an, juste grâce à YMCA. Et ça, c'est avant Donald Trump, puisque Donald Trump va utiliser dans sa campagne la chanson YMCA en 2020, mais aussi en 2024. Ce sera l'une des musiques de ces meetings, et les Village People donneront d'ailleurs un concert lors de la dernière représentation publique de Donald Trump avant son investiture. Si les ayants droit français, les héritiers de Jacques Morali et Henri Belolo, ont fortement désapprouvé cette utilisation, qui plus est puisque les équipes de Donald Trump ne leur ont pas demandé l'autorisation, ils n'ont rien pu y faire. D'autant que Victor Willis, qui s'y était aussi opposé au départ, a fini par dire que, même s'il ne soutenait pas politiquement le candidat, l'utilisation était bonne pour le business. Et il n'a factuellement pas tort, puisque c'est l'utilisation qu'en a fait Trump qui permettra au morceau de rentrer de nouveau dans les charts, 46 ans après sa sortie. Et ça a donné évidemment ce fameux mème. Et c'est ainsi que se termine pour l'instant l'histoire de Village People. J'espère vous avoir appris quelques petites choses sur ce titre que tout le monde connaît. Et si c'est pas le cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Lovie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Et le poussin pillou, 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 et le poussin pillou.